Alors, monsieur Jean-François Clairvoy est né un certain 19 novembre 1958 du côté de la Lorraine. Donc, c'est un Lorrain mosellan, mais qui est aussi un peu toulousain par adoption, je crois. Il est marié et père de 2 enfants. Alors, il est diplômé de l'école polytechnique donc en 1981. Il a fait une partie de ses études pas très loin de là où j'habite en ce moment, à Franconville, dans le Val d'Oise. Il est aussi diplômé de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace donc, en 1983, donc la célèbre SUPAéro. Et puis ensuite, il rejoint la célébrissime école donc, des personnels navigants Lepner, et donc il obtient son diplôme d'ingénieur navigant d'essai en 1987. Sachant qu'entre 83 et 87, au-delà de Lepner, M. Jean-François Clairvoy a candidaté pour être astronaute français, et il a été sélectionné en 1985 pour faire partie du 2e corps d'astronautes français. Bien. Et à ce titre, il a eu l'énorme chance, la chance que nous aimerions bien avoir un jour, c'est de voler par 3 fois dans l'espace. Et il va vous expliquer ça avec technicité, enthousiasme, pertinence. Donc 3 vols. Le vol donc STS-66 donc à bord de la navette Atlantis, donc qui intervenu donc du 3 au 14 novembre 1994, si je ne me trompe pas, dans le cadre de la mission Atlas 3. Il a décidé de repartir sur Atlantis, donc 3 ans après, dans le cadre donc de la mission donc STS-84, qui avait donc pour destination la station russe Mir. Et enfin, dernière mission, la mission, donc STS-103. J'en parlerai pas beaucoup plus parce que je vous conseille de lire son ouvrage Paroles d'espace, où il relate avec force de détail donc, cette célébrissime mission de dépannage donc, du télescope spatial Hubble. Bien. Après ces petits voyages qui lui ont conduit quand même à être 675 heures dans l'espace, donc de 2001 à 2008, donc M. Jean-François Clairvoy a été l'astronaute de marque donc, du projet donc, de l'ATV, donc vous savez, donc ce cargo ravitailleur développé par l'Agence spatiale européenne. Et en 2008, il a fait partie du jury de sélection des astronautes, de la dernière promotion des astronautes de l'ESA. Bien. Aujourd'hui, il fait toujours partie du corps des astronautes européens et il est président directeur général donc, de Novespace, donc la filiale du CNES, qui met en œuvre un A300 donc 10 0G et qui permet de faire des vols paraboliques et donc un certain nombre d'essais en situation d'apesanteur. Je n'irai pas plus loin, vous êtes là pour lui et donc Monsieur Jean-François Clairvoy, de nouveau, un immense merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. L'espace est à vous. Merci. Bon, il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont peut-être déjà vu presque la même présentation, mais bon, ce qui compte pour moi, c'est de vous faire comprendre, vous partager l'expérience, pour casser aussi les idées reçues, mais bon, je pense qu'ici, on a des personnes averties sur l'espace. Donc, mais quoique j'ai un quiz au milieu, je ne donnerai pas les réponses, mais on verra. Alors, je vais éteindre les lumières pour qu'on ait une meilleure visibilité sur... alors, je ne sais plus si l'interrupteur est ici. Non, d'accord. Donc, effectivement, 3 vols dans l'espace, 2 sur Atlantis, 1 sur Discovery. La particularité de ce premier vol, c'est qu'on était sur l'orbite la plus inclinée par rapport au plan de l'équateur. Ce qui nous donne, en tournant sur notre orbite, combiné avec la rotation de la Terre sur elle-même, la meilleure visibilité de toute la surface terrestre. Mais comme on ne profite pas au maximum de la force centrifuge, on monte qu'à 300 km. Là, une orbite un peu moins inclinée, mais 400 km vers la station Mir. Et là, la mission Hubble, c'est la mission à l'altitude la plus élevée que puisse atteindre la navette spatiale. Donc pour ça, on tire plein est pour profiter au maximum de la force centrifuge de rotation de la Terre, un peu plus de 600 km. Alors, je vais vous faire vivre un petit discours. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills.
because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Voilà, on choisit d'aller sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Et c'est la raison pour laquelle vous avez choisi les études dans l'aéronautique et le spatial. Parce que c'est beaucoup plus difficile que qu'autres disciplines, comme on va le voir, en particulier pour le spatial. Mais il faut des personnes motivées, enthousiastes et qui ont envie de faire progresser la science et les techniques pour y arriver. Alors, en quelques mots, pour vous montrer dans le cas de la navette spatiale la difficulté, alors quelques statistiques au début, donc on est 520 hommes et femmes à être allés dans l'espace. Mais voilà, pour aller dans l'espace, donc il faut des appareils complexes. Dans le cas de la navette spatiale, pour vous donner une idée, il y a 1000 interrupteurs dans le cockpit. Par les propulseurs à poudre, on consomme 10 tonnes par seconde. Et par les moteurs à oxygène et hydrogène liquide, c'est 1 tonne par seconde. 1 tonne liquide, il faut savoir que l'oxygène et l'hydrogène liquide sont autour de moins 200 degrés. Les turbopompes, pour alimenter les moteurs à raison de 1 tonne par seconde, sont des turbopompes qui pourraient vider une piscine de taille moyenne en 20 secondes, pour vous donner une idée. Et quand on démarre un programme dans le spatial, en particulier à l'époque de Kennedy, où ils n'avaient même pas lancé le premier Américain en orbite, John Glenn, avant qu'il fasse son discours, ils n'avaient pas encore réussi un seul lancement. Pour réussir à construire une fusée, faire fonctionner les moteurs, qu'elle aille au bon endroit, à la bonne vitesse, larguer le satellite dans la bonne orientation, il faut des bonnes têtes pensantes. Et bien tout ça, pour atteindre la vitesse orbitale, pour rester dans l'espace, il faut atteindre ce qu'on appelle la vitesse de satellisation, qui est 28 000 km/h. Et tout ça en un temps le plus petit possible pour qu'on consomme le moins de carburant. Donc on traverse l'atmosphère à la verticale, après on incline la trajectoire, et au bout de 8 minutes et demie, on éteint les moteurs et on est en orbite pour toujours. Et ce n'est pas fini, même les températures sont extrêmes, puisque dans le vide, un matériau que vous exposez au vide, au côté ensoleillé, il peut être à plus 150 voire 200 degrés quand il est à la température opposée, à moins 150 degrés à l'ombre. Alors je vais vous faire un petit lancement, juste... Pour vous donner une idée, donc, on atteint une fois la vitesse du son au bout d'1 minute, 5 fois la vitesse du son au bout de 2 minutes et 25 fois la vitesse du son au moment d'arrêter les moteurs en orbite à une centaine et quelques de kilomètres, environ 150 km au-dessus du sol, avec une vitesse de satellisation. Et on circularise l'orbite un peu plus loin. Voilà. La première partie qui rend le spatial difficile, c'est en fait le plus difficile, que ce soit pour les vols habités, les vols automatiques, et en particulier les sondes interplanétaires, c'est arriver à donner à un véhicule spatial la vitesse dont il a besoin pour rester indéfiniment dans l'espace, que ce soit en orbite basse, en orbite géostationnaire ou pour aller explorer d'autres vaisseaux, d'autres corps célestes. Alors, la vie dans l'espace, vous allez voir sur des photos, c'est surtout du camping. Le travail, c'est un travail d'opérateur. Nous sommes avant tout des opérateurs avec des procédures qui manipulons du matériel complexe, quelles que soient nos origines, puisqu'aujourd'hui les astronautes sont sélectionnés dans un éventail de métiers extrêmement large. Vous avez des scientifiques purs, astrophysiciens, physiciens nucléaires, chirurgiens cardiaques, océanographes, vulcanologues, vétérinaires, physiologistes, biologistes. Et vous avez aussi des techniciens purs, des ingénieurs en astronautique, électronique, propulsion, thermique, etc. Et vous avez aussi des astronautes sélectionnés. Classiquement, c'est ce qui est souvent le plus connu des gens, dans les milieux opérationnels. Donc des personnes qui, dans leur métier précédent, étaient déjà des opérateurs d'engins. Pilotes d'avion, pilotes d'hélicoptères, pilotes de sous-marins, plongeurs professionnels, nageurs de combat, même parachutistes professionnels. Voilà. Donc les défis, c'est la pesanteur qui rend notre vie un peu compliquée, surtout les premiers jours, il faut apprendre. Et le fait que les tâches sont très complexes ne pardonne pas l'erreur. Et malgré l'engagement des Américains à convertir leur industrie spatiale au système métrique d'un côté, et les Russes de leur côté à s'engager à l'anglais comme langue officielle dans l'espace, finalement, quand vous allez vous entraîner en Russie, les cours sont en russe. Donc les premiers Américains ont dit, ben quoi,
Vous aviez signé à anglais. Les Russes ont dit oui, anglais dans l'espace, mais là, au sol, c'est en russe. Et les Américains n'ont pas réussi la transition d'unité, donc nous avons deux trousses à outils dans l'espace pour les systèmes métriques, donc les clés en millimètres, les couples, les mesures de couple en newton-mètre, les mesures de pression en pascal. Par contre, côté américain, c'est en livres par pouce au carré pour les pressions, pound per square inch, et puis les pieds, les pouces. Par contre, la température, ils ont fait un effort. Il n'y a que les Celsius. Alors dans la navette, tout est en Fahrenheit. Comment réussir? C'est travailler en équipe. Vous avez appris ce que c'est à travailler en équipe dans vos projets. C'est avoir un but commun, un objectif commun. On ne cherche pas à faire son boulot pour plaire au chef ou pour se faire plaisir à soi-même juste en ayant bien fait sa propre tâche. On veut tous atteindre l'objectif. Donc parfois, il faut pallier les défaillances des collègues et réciproquement. Il faut savoir surtout bien s'entendre et bien communiquer. Oui, j'ai mis la peur parce qu'on nous pose souvent la question. La peur, c'est la peur de l'inconnu. Quand on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi. Et maîtriser la peur, c'est ma définition, c'est savoir où on va et pourquoi. Votre mission, c'est d'aller réparer le télescope spatial Hubble qui est en panne totale. Et on sait pourquoi on décolle le jour du décollage. On a en tête, bien sûr, on pense au danger parce qu'il y a une chance sur 100 d'y laisser sa peau quand même. On pense aux difficultés de la mise en orbite, du rendez-vous spatial. Mais en final, on a quand même à l'esprit le plus important devant nous, dans notre esprit, notre objectif qui est de réparer Hubble. Voilà, c'est un objectif très clair. La préparation, comme disait John Young, prepare for the worst and hope for the best. À l'entraînement, on ne voit que des pannes dans le simulateur. Les instructeurs n'ont pas le droit de nous donner des scénarios sans solution. Donc parfois, ils sont assez vicieux. On a à la fois une fuite d'air, une fuite de carburant, le feu à bord, le manche de pilotage qui ne répond plus, un court-circuit. Il faut arriver à s'en sortir. Et on y arrive. Alors il nous arrive de mourir quand on est un peu rouillé, qu'on démarre juste l'entraînement. Mais on rentre chez soi, on n'est pas très fier. Mais à l'approche de la mission, on est Superman. Il n'y a plus personne qui peut nous piéger. Alors maintenant, pour vous montrer à quoi ressemble l'espace vu, la Terre vue de l'espace. Voilà, c'est une photo prise au 50 mm, la même focale que l'œil humain. Donc imaginez-vous coller au hublot d'un vaisseau spatial en survolant à ce moment-là le Sahara oriental, le Sahara occidental, c'est le nord de l'Afrique. Voilà, le ciel est noir en plein jour. On est du côté jour éclairé par le soleil de la Terre où il fait jour. Le ciel est noir, on ne voit pas les étoiles. Pour les voir, il faut éteindre toutes les lumières et attendre que l'œil s'adapte à l'obscurité. Quand on a une orientation telle que le soleil et la Terre sont dans le dos, et ça devient blanc d'étoiles. Mais à l'œil nu comme ça, si on travaille dans un habitacle qui est éclairé, pour lire notre checklist, etc., on regarde par l'hublot, le ciel est noir, la Terre est bien ronde, bien finie, bien limitée, et vous voyez qu'à l'horizon, l'atmosphère, en fait, est à peine visible. C'est du papier de cigarette. À l'échelle de la planète Terre, la couche de gaz qui nous fait vivre, c'est du papier de cigarette. C'est pour ça que j'ai mis « La vie est fragile ». Alors, je vais vous faire vivre maintenant à quoi ressemble le côté nuit de la Terre quand on éteint toutes les lumières dans le cockpit, qu'on a les yeux adaptés à l'obscurité, la pupille grande ouverte, et on a pu le filmer l'année dernière grâce à la première caméra qu'on a pu monter avec une sensibilité de l'ordre de 15 000 ISO. Donc vous voyez, déjà on voit les étoiles. Alors vous voyez, on voit même les couleurs. On voit les aurores polaires, les lumières des villes qui sont jaunes, et vous allez voir les éclairs qui sont blancs sous les nuages. Donc là, vous pouvez dire ça cogne fort là-dessous. C'est accéléré 4 fois. Donc notre vitesse de 28 000 km/h nous fait tourner autour de la Terre en 1h30, mais environ 4 fois plus lentement que ce que vous voyez ici. Là, c'est un passage assez. J'ai accéléré pour vous montrer les aurores polaires, les étoiles, parfois les satellites qui passent. Vous voyez les points qui circulent là. C'est des points qui défilent, ce sont des satellites. Et comme les étoiles ne scintillent pas, on distingue mieux leurs couleurs. C'est assez fantastique. On peut dire si elles sont jaunes, vertes, rouges, bleues, on voit leur température à l'œil nu. Donc correspondant à leur couleur. On voit où vivent les gens. Vous voyez, les humains vivent sur les côtes de la Sardaigne, la botte de l'Italie, là, très éclairée. Et vous allez voir, par exemple, le passage au sud de l'Égypte. 90% des Égyptiens vivent sur la vallée du Nil. Parfois des grosses agglomérations.
toujours les aurores polaires, surtout en ce moment, le soleil est très actif. Voilà une arrivée sur le Moyen-Orient, le Nil, le delta du Nil, la mer Rouge, Israël, le Liban, le désert à nouveau, puis on revient, là on passe au-dessus on va vers la Russie, la Californie. Voilà, on fait le tour 16 fois par jour. Et la Terre est très belle, ce qui la rend belle, c'est la vie, elle abrite la vie. Vous voyez ici par exemple les éclosions de phytoplancton. Ça arrive à peu près au même endroit sur Terre, au même moment, où le plancton relâche les graines, et ça donne des variétés de couleurs turquoise absolument magnifiques. 16 levées, 7 couchers de soleil par jour. Toutes les 45 minutes, on passe du côté nuit ou du côté jour de la Terre. Si on est sur une orbite inclinée par rapport à l'équateur, pendant 45 minutes, on survole l'hémisphère nord où c'est l'hiver, couleur de l'hiver, tout blanc. Et les 45 minutes qui suivent, c'est l'hémisphère sud, couleur de la saison opposée, l'été. On voit plus le blanc. Bon, ici, le mont Everest, pour vous montrer à quoi il ressemble aux 800 mm avec un zoom très puissant, très facilement distinguable depuis l'espace. Le Grand Canyon, l'ouragan Florence, qui rappelle que la Terre est puissante, indépendamment de la vie biologique à sa surface. Il a sa propre vie géologique et climatologique. Cette photo pour vous montrer à quoi ressemble la couleur du béton. Les taches grises que vous voyez là sur plusieurs dizaines de kilomètres, là c'est la baie d'Osaka au Japon, c'est la couleur du béton. Si l'homme n'avait pas construit en macadam, en béton, eh bien, les couleurs naturelles seraient minérales et végétales comme sur le côté. Donc quand on ne sait pas où on est dans l'espace, on regarde par le hublot, on voit des grands spots gris sur des côtes assez découpées. Alors, on sait que c'est les Philippines ou le Japon, mais c'est pareil aussi en Europe, au Mexique, aux États-Unis, pour toute agglomération. C'est ce gris un peu moche, très étendu. Et l'homme pollue, on le voit aux jumelles, les fuites d'hydrocarbures. Ici, c'est la déforestation sur le côté gauche de cette image. Et le drame, quand on retire les arbres d'une forêt tropicale, c'est que la première pluie diluvienne déverse tous les sédiments dans la rivière la plus proche. Et là, vous avez 80% de la biodiversité marine qui disparaît à cause de l'excès de sédiments. Parce que les racines des arbres tropicaux ne sont plus là pour retenir les épaisses couches de sédiments accumulées dans les zones tropicales. La pesanteur, c'est l'état d'un corps qui n'est soumis qu'à la seule force de pesanteur terrestre. C'est paradoxal, mais quand on n'est soumis qu'à son poids, on est en état d'impesanteur. Ou apesanteur, ça veut dire la même chose. Donc si on accepte la définition que pesanteur, c'est la sensation du poids, ce n'est pas le poids, la sensation du poids, on perd effectivement la sensation que le poids s'applique à notre corps. Parce qu'il se trouve que le poids, c'est une force qui s'applique à chaque élément de volume d'un corps, et il n'y a aucun capteur au monde qui permet de capter cette force. La seule façon de mesurer le poids, c'est par les forces de contact qui s'y opposent. Par exemple, là, je sens que je pèse quelque chose par la pression que je ressens sur la semelle de mes pieds. Si je porte un sac très très lourd de 60 kg, je vais sentir que la pression est beaucoup plus forte. C'est ce qui me donne la sensation que j'ai un poids. Mais le poids lui-même, qui est une force de volume, on n'a pas moyen de la capter. J'y reviendrai sur le quiz tout à l'heure. Mais ça donne des effets assez spectaculaires, comme vous voyez. On dort comme en camping, je vous le disais, dans les sacs de couchage. On se rase à la bonne franquette, avec du shampoing, du savon sans rinçage. On mange des produits lyophilisés avec des sachets boissons munis d'une paille et d'un robinet. C'est très important. Si on n'a pas ce petit coinceur pour fermer la paille entre chaque gorgée, comme les forces de capillarité deviennent prépondérantes en apesanteur, même si on ne presse pas le sachet, le liquide, il court le long de la paille, il vide le sachet et il sort tout seul. Vous voyez, là, il est dans le bas de la paille. Même la poussière est en apesanteur, donc on a plus souvent des poussières dans les yeux que sur Terre. Eh bien, on se rince l'œil au sens propre. C'est très facile en déposant une boule d'eau sur les yeux, une boule d'eau tiède. On peut continuer à parler, à respirer. On n'a pas à se passer le nez et mettre la tête sous le lavabo. Il faut faire confiance aux collègues pour se faire couper les cheveux. Si vous voulez faire une fois une expérience d'astronaute, un jour vous avez besoin d'aller chez le coiffeur, vous dites aujourd'hui j'y vais pas, je vais demander à mon collègue de travail de me couper les cheveux. Voilà, on est formé comme des photographes et caméras quasiment. On fait du sport, très important.
Le sport est très important pour l'équilibre global, physique, mental. On a 1 heure par jour programmée. On l'utilise rarement sur les vols courts, mais sur les vols de longue durée, c'est très important. Parce que sur la longue durée, le déconditionnement, comme on dit, cardiovasculaire, osseux, musculaire, fait que si on ne s'entretient pas et qu'on doit faire une rentrée d'urgence, on est comme une lavette arrivée au sol. Et on est incapable de se lever, on tombe dans les pommes tout de suite. Les toilettes, alors vous voyez, au début c'est un peu technique, il faut lire la checklist. Vous voyez, il y a une checklist, une procédure avec des étapes. Et si on ne la suit pas, ça peut faire des dégâts. Et on remplace la gravité par la succion du vide. Ça veut dire que la cavité ou le tube dans lequel on urine sont soumis au vide partiel et tout ce qui sort du corps est aspiré. C'est pour ça que l'orifice est assez petit et pour apprendre à viser, ce n'est pas une blague. Il y a un simulateur au sol avec une caméra qui filme l'anus. Donc vous asseyez tout nu sur le siège, vous voyez votre tout trou du derrière sur un écran télé, en privé évidemment, et puis vous cherchez à mémoriser le toucher de vos fesses sur le siège pour être bien centré. On doit apprendre à gérer les déchets, la nourriture, tout ce qu'on stocke. Vous voyez, ça c'est un sac de poubelle américain. Et le principe, c'est que quand un vaisseau à ravitailleur arrive, au fur et à mesure qu'on le décharge de ses ressources, en eau, gaz, vêtements, pièces de rechange, nourriture, eh bien la place faite libre à bord, on l'utilise pour stocker les déchets. Donc quand on a vidé les réservoirs d'eau, on les remplit d'urine. Et quand on a vidé les armoires de nourriture et de vêtements, on les remplit de déchets. Et quand le vaisseau est rempli de déchets et qu'il n'y a plus aucune ressource à en tirer, on le détache de la station et on le déorbite. C'est-à-dire pour le faire quitter l'orbite, il faut ralentir sa vitesse pour qu'au lieu de tomber en permanence sans jamais rencontrer la Terre, il tombe un peu plus à piquer, il finit par toucher l'atmosphère, là, qui le freine très vite, le détruit en grande partie, et les quelques grosses pièces denses métalliques qui arrivent au niveau de l'eau coulent au fond du Pacifique. On fait ça dans la SPOA, la South Pacific Ocean Uninhabited Area. C'est une zone du Pacifique Sud où il n'y a rien. Il n'y a pas une île, il n'y a rien. On dit aux marins, ce jour-là, à cette heure-là, il ne faut pas aller dans cet endroit-là. Il y a du métal qui tombe, et ça se passe très bien. Voilà, il faut accepter d'être cobaye, de prêter son corps à la science, ce que font tous les astronautes, bien qu'on ne soit pas obligé pour des raisons éthiques. Bon, j'ai fait une liste ici de tout ce qu'on ressent, de médical, tout ce qu'on ne ressent pas, mais les médecins nous disent que ça nous arrive, et les remèdes. Alors il y a des choses sur lesquelles on n'a pas les remèdes. On n'a pas de remède, par exemple les flashs visuels. C'est les rayons cosmiques qui nous traversent la rétine, très énergétiques. C'est comme si un collègue vous prenait en flash à bout portant. Et la première fois que ça vous arrive, même si on vous a appris que ça pouvait arriver, on a oublié, on cherche celui qui nous a fait une mauvaise farce, puis on voit qu'il n'y a personne à côté. C'est un collègue. Sur le temps libre, eh bien on lit, on regarde des films. Il y a plusieurs centaines de DVD à bord, mais le passe-temps favori, c'est de regarder la Terre défiler par les hublots. Et d'ailleurs, même les Russes, qui sont les recordman de durée, plusieurs Russes totalisent plus de 2 ans cumulés dans l'espace. Vous leur montrez une photo de n'importe quel endroit sur Terre, ils savent vous dire comment ça s'appelle et où ça se trouve. Ils connaissent la Terre visuellement par cœur. C'est pas comme les marins du Vendée Globe. Ils peuvent dire qu'ils connaissent les océans par cœur, mais bon, c'est pas en leur montrant une photo de l'océan qu'ils pourront reconnaître si c'est l'océan Atlantique ou Pacifique, quoique. Bon, maintenant, on a Internet dans l'espace. On a l'équivalent de Skype. Il y a des astronautes qui appellent leur famille tous les jours. On peut appeler n'importe quel numéro de téléphone au monde, quand on veut, sans être facturé. Code du pays, numéro de téléphone. On peut amener des objets personnels. Ah oui, le quiz. Alors, vous savez, la navette spatiale, sur le pas de tir, elle est flanquée sur le côté du gros réservoir extérieur. Vous vous souvenez au décollage tout à l'heure? Vous avez 2 boosters à poudre qui sont vissés sur le pas de tir. Et les boulons qui les vissent sur le pas de tir, on les fait exploser au moment où on allume les boosters. Suspendu à ces 2 gros boosters, au milieu, il y a un gros réservoir orange qui n'est qu'un réservoir d'oxygène, d'hydrogène liquide. Et accroché à ce réservoir, il y a la navette. La navette, elle pend. C'est-à-dire que la liaison entre le réservoir extérieur et la navette, c'est le réservoir extérieur qui la retient pour l'empêcher de tomber. Mais en fin de mission, quand on a séparé les propulseurs à poudre,
la navette qui a ses propres moteurs sous la dérive, je vous ai montré tout à l'heure, c'est elle qui continue de traîner, c'est elle qui tire le réservoir extérieur. La liaison a changé de direction. Ma question, c'est quand est-ce que ça change? La deuxième question pour les étudiants là, en aéronautique, c'est l'horizon artificiel qu'on a dans le cockpit. Vous savez, c'est une boule, comme dans le Mirage 2000 ou le Rafale, c'est une sphère qui nous indique notre angle de tangage, notre angle de lacet, le heading, comme on dit en pilotage, et le roulis. Donc ma question, c'est est-ce qu'il est stabilisé inertiellement? Et la troisième question, si je vous donne 3 accéléromètres, et je vous donne la sortie en millivolts du capteur en X, du capteur en Y, en Z, qu'est-ce qu'il faut faire à ces 3 valeurs? Comment il faut les traiter pour reconstituer la trajectoire? Et je vous donne évidemment la position et la vitesse initiale. Alors, je vais vous donner la réponse au dernier, mais je vous laisserai réfléchir aux autres. C'est que souvent, même les étudiants, même les ingénieurs au CNES, quand je suis arrivé au CNES, l'ingénieur qui était dans mon bureau, il avait un problème de calcul, il n'arrivait pas à trouver pourquoi. Et en fait, naturellement, il pensait qu'un accéléromètre mesure l'accélération. Donc, si j'intègre 2 fois, je reconstitue la trajectoire. Eh bien, c'est faux. Parce qu'un accéléromètre ne mesure pas l'accélération du mouvement. Comme je vous disais tout à l'heure, un accéléromètre ne mesure que la composante de l'accélération venant des forces de contact, des forces aérodynamiques, des forces de pression, etc. Si je mets d'ailleurs un accéléromètre là sur la table, à la sortie, il va me sortir un G. Est-ce qu'il est en train de bouger? Non. Donc la réponse à la troisième question, je prends les sorties, je convertis les millivolts en mètres par seconde carré par le coefficient de calibration qui va bien, j'ajoute un modèle de G, X secondes plus Gx, Y secondes plus Gy, Z secondes plus Gz, et après j'intègre 2 fois. Voilà. La réponse, c'est qu'il faut rajouter, aux sorties accélérométriques, il faut rajouter G avant d'intégrer 2 fois. Un accéléromètre ne mesure pas l'accélération du mouvement. Vous le saviez? Hein? Bon. Ce qui caractérise les astronautes, c'est le sens du devoir. Je vous disais tout à l'heure, l'obsession de réussir, de ne pas revenir bredouille, de remplir la mission. Et ça, vous le rencontrez chez tous ceux qui travaillent dans le domaine spatial, en aéronautique. Quand on conçoit un nouvel avion, un nouvel équipement, un pilote automatique, un nouveau train d'atterrissage, un nouveau réacteur, un nouveau satellite, on veut qu'il marche à la fin. Et bien sûr, ce n'est pas nous qui avons conçu le télescope Hubble. Mais au moment de notre mission, nous sommes à l'extrémité d'une chaîne de milliers de personnes qui ont fait qu'on est là et on n'a pas envie de revenir et de leur dire bah, « écoutez, désolé, ça ne marche pas, on n'a pas réussi ». Et c'est pareil quand vous préparez vos examens, hein, j'imagine. Vous voulez réussir vos examens. Vous voulez avoir un beau diplôme et après, un jour, vous l'enseignerez à vos propres élèves. Une vue du cockpit de la navette, vous voyez les interrupteurs partout. C'est une époque où on ne faisait pas confiance aux ordinateurs, on faisait plus confiance à l'homme qu'à l'ordinateur à bord. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. On fait plus confiance aux ordinateurs qu'aux êtres humains. Et parfois, ça peut tromper les gens, comme malheureusement cet équipage du vol d'Air France qui ne savait pas quoi faire quand ils se sont trouvés au-dessus de l'Atlantique sans indication cohérente. Oui, à propos du travail d'équipe, vous voyez là-haut, ce sont toutes les commandes individuelles de valves du système de propulsion. Si vous voulez, c'est tout le système de plomberie du carburant, là. Toute la partie en haut à droite. Ça, c'est les ordinateurs, à gauche. Mais en haut à droite, c'est toutes les valves de la plomberie du système de carburant. Quand il y a un astronaute qui est en train de gérer une panne de carburant, pour trouver où est la fuite, il faut isoler un par un les segments. Vous ouvrez, vous fermez des valves en permanence jusqu'à ce que vous voyez le segment où la pression fuit alors que les valves amont-aval sont fermées. Mais si au même moment, celui qui gère le court-circuit, il coupe un bus électrique et que vous ne pouvez plus refermer la valve, vous pouvez retrouver avec une valve collée, stuck, open, ouverte, et la fuite en permanence qu'on ne peut plus fermer. C'est pour ça que c'est très important dans le travail d'équipe d'écouter ce que l'autre est en train de vous dire. Quand on vous parle, il ne faut pas seulement « oui, oui, cause toujours » jusqu'à ce que vous entendiez quelque chose que vous avez envie d'entendre. C'est « qu'est-ce qu'il est en train de me dire ?» Je dois faire attention à ce qu'il est en train de me dire. Ici, c'est le pupitre de commande du bras robotique. À droite, les 3 angles de rotation de l'air.
le tangage, le lacet et le roulis. Et à gauche, je pilote simultanément les 3 axes de translation X, Y, Z. Ça permet, comme ça, avec les 2 manches simultanément, de piloter la position et l'orientation dans l'espace du bras robotique ou du satellite qui est attaché à l'extérieur, qu'on verra juste après. Là, c'est le bras canadien de la station spatiale. Je l'ai prise pour vous montrer en gros plan comment ressemble le soutien du bras robotique à un astronaute en scaphandre à l'extérieur sur des cale-pieds. Et j'avais fait la même chose lors de mon 3e vol. Donc moi, je pilotais le bras canadien de la navette. À l'extrémité, j'avais installé un cale-pied. J'ai un collègue qui est fixé dans le cale-pied et je suis son chauffeur pendant plus de 8 heures d'affilée, 3 jours de suite. Je les amène de haut en bas, derrière. Je change l'orientation. Donc ils me disent Billy Bob, c'était mon surnom. Est-ce que tu peux me donner donc 10 degrés de tangage vers l'avant, 20 degrés de roulis à gauche et 30 degrés de lacet à droite, me déplacer de 2 pouces sur la gauche et de 2 pieds vers l'avant. Et tout ça pour le mettre dans la position et l'orientation qui fait qu'il va pouvoir atteindre avec ses gants assez grossiers le connecteur qu'il doit défaire ou la pièce qu'il doit enlever ou changer. Donc c'est un vrai balai dans l'espace entre celui qui pilote le bras robotique, celui qui est au bout du bras, celui qui est en déplacement libre sur le côté, qui est juste attaché au bras par un filin pour la sécurité, pour pas qu'il dérive tout seul dans le cosmos. Et voilà, on a remplacé tout ça dans le télescope, et plus de 13 boîtiers différents. Et ce beau télescope qui est une coopération entre l'Europe et les États-Unis, avec des morceaux donc, britanniques, les panneaux solaires par exemple à l'époque, et puis à l'intérieur certains équipements français. Donc, et le télescope le plus connu dans l'histoire de l'astronautique et même de l'astronomie, qui a révolutionné la connaissance qu'on a de l'univers en révélant que le nombre, je pense que le plus important, c'est qu'il a révélé que le nombre de galaxies dans l'univers visible était de plusieurs ordres de grandeur, d'un facteur 1000, 10 000, 100 000, plus grand que tout ce qu'on pensait auparavant. Parce que le fait qu'il est dans l'espace, on peut le laisser pointer vers un coin du ciel où depuis la Terre on ne voit rien, parce que les photons sont trop peu lumineux ou sont trop rares, mais on peut les laisser des dizaines d'heures, voire centaines d'heures d'affilée pointer dans le même endroit, pour que, grain de lumière après grain de lumière, ils finissent par voir quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a fini par voir que dans le champ profond, il y avait des galaxies. Donc maintenant, on sait que dans l'univers, il y a de 100 à 200 milliards de galaxies dans l'univers visible. Et dans chaque galaxie, il y a de l'ordre de 100 milliards d'étoiles. Ça fait plus de 10 puissance 22 étoiles dans l'univers visible. Et autour des plus proches, on trouve des planètes. Alors, vous imaginez. Quand on voit le ciel noir en plein jour, on se dit qu'on est seul dans l'univers. Mais dès qu'on éteint les lumières et qu'on voit toutes ces étoiles et ce que nous apprend Hubble, on a du mal à penser qu'on est tout seul. Une vue de la soute lors de mon premier vol. Une vue de la station Mir, ça c'est le 2e vol, avec à bord donc des bons moments partagés ensemble. Vous voyez, en apesanteur, on peut se mettre à l'endroit, à l'envers, c'est un peu comme on veut. Alors maintenant, la station spatiale, aujourd'hui, donc, qui a remplacé l'ISS, vous voyez, c'est un grand mécano, 110 mètres de large, 70 mètres de long, 30 mètres de hauteur, avec des composants de plusieurs pays de la planète qui contribuent, donc les Américains, les Russes, les Japonais, les Canadiens, et 10 pays membres de l'Agence spatiale européenne, qui en comprend 20 aujourd'hui, et 10 pays, dont la France, qui est un des contributeurs principaux, et qui a d'ailleurs profité de tous les développements qu'on a fait pour la navette spatiale Hermès, qui malheureusement n'a jamais volé, mais tout ce qui avait été investi dans la recherche et la mise au point pour Hermès est utilisé à l'intérieur. Par exemple, quand on a lancé le premier module de cette station, il y a 15 ans maintenant, en 98, c'était ce module-là, Zvezda, dont le nœud informatique, le cerveau de ce centre, il est fourni par les Français, par Astrium. Et vous avez après tout le système, en fait, tout le centre informatique, de gestion informatique du segment russe est fourni par l'Europe. Et vous avez le laboratoire japonais, le laboratoire américain, le bras canadien, le bras japonais. Il y aura bientôt un bras européen. Et ici, la poutre et les panneaux solaires sont américains. Là, c'est pour vous lister, je ne vais pas rester longtemps sur ce slide, toutes les activités qu'a réalisé André Kuipers, le dernier astronaute européen à avoir volé dans l'espace en 2012. Il a passé 6 mois avec des expériences de médecine,
en cognition, en neurologie, cardiologie, psychologie, système immunitaire. Des expériences de physique, des fluides, des matériaux, de combustion, de radiation, de biologie. Des expériences purement technologiques, mettre au point des mécanismes, des systèmes de robotique. Et là, tout le matériel qu'on a à bord. C'est un véritable laboratoire de recherche, cette station spatiale, mais dont on a orienté l'activité à bord pour préparer les missions lointaines, à la fois plus longues dans le temps et plus lointaines dans l'espace. Petit symbole de la vie dans l'espace, cette orchidée est née d'une graine qui a été produite dans l'espace. Voilà, c'est le symbole du cycle de la vie complet dans l'espace. On a aussi fécondé et vu naître dans l'espace des têtards, des œufs de caille. On n'a pas reproduit l'être humain encore, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, ça viendra un jour. Bon, une vue de l'océan ici, hein, je parraine une association de protection de l'océan en Polynésie française, un parc de développement durable en Normandie. Tous les astronautes s'investissent dans des ONG à titre personnel ou comme ambassadeurs représentant leur agence spatiale. Et pourquoi l'océan? L'océan, c'est mal connu, mais si vous comparez la Terre à un vaisseau spatial comme le nôtre, comme la navette, l'océan joue le rôle de système de support-vie. On pense beaucoup que l'oxygène qu'on respire vient essentiellement des plantes aériennes. C'est faux, ça vient au moins aux 2/3 ou aux 3/4 de l'oxygène venant de la photosynthèse des plantes aquatiques. C'est l'océan qui est le plus grand producteur d'oxygène qu'on respire. C'est lui qui est le plus grand absorbeur de gaz carbonique, qui régule le cycle de l'eau, la température. Donc quand on regarde la Terre et qu'on fait la comparaison avec notre propre vaisseau, on voit l'océan comme le système qui est le support-vie de l'équipage qui constitue l'humanité sur Terre. Oui, c'est pas fini hein, la mission. Quand on a réussi la réparation du télescope, il faut rentrer. Donc là, j'ai un petit clip de l'atterrissage. Ah oui, alors je vais vous mettre. Hi, Mom. Contemplating fluid loading. Hey, we're up over 25 Mach number now. Atlantis 30 miles from the landing site at an altitude of 52,000 feet. Right. Okay, spec 50, look on and on. Peak for a second at 1.5. The instruments, 8,000 feet, there's a runway. 1,000 feet, max speed was 305, 900, 800. About the ball bar. Okay, ball bar gear on time. The gear on time, here goes the gear. See the gear moving? I hear it coming down. 200 feet, ball bar. On the ball bar. 100 feet, gear is down. Gear down, voilà, le train est sorti à 24 mètres d'altitude. On se met à l'envers au milieu du Pacifique, en orbite. On allume des petits moteurs pendant 5 minutes. Ça réduit un tout petit peu notre vitesse, qui fait au lieu de tomber sur une trajectoire qui contourne complètement la Terre en permanence, la vitesse de satellisation dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, on est un peu plus à piquer. Une demi-heure plus tard, on touche l'atmosphère au-dessus de la Californie, et une demi-heure plus tard, on se pose en Floride. Donc, entre le milieu du Pacifique et l'atterrissage, il se passe 1 heure et 5 minutes. Et tout ça en planant, sans utiliser les moteurs. Et la suite? Alors, la suite, c'est l'accès à l'espace à un public moins professionnel. À ce jour, c'est encore réservé à des professionnels. Vous avez entendu parler du tourisme spatial, des vols suborbitaux. Donc, on va, avec le CNES et Novespace, on va ouvrir en mars le premier vol parabolique en Europe pour des non-professionnels qui vont pouvoir toucher concrètement, physiquement, l'espace en étant eux-mêmes en apesanteur. Je vous présente ici un petit film qui vous explique ça. Commençons la manœuvre parabolique par une ressource. Pendant cette ressource, nous pesons très lourd dans l'avion, presque 2 fois notre poids. Regardez la bouteille qui redescend très vite. Il faut comme ça attendre jusqu'à 60 degrés d'inclinaison. Nous entendons l'inclinaison de l'avion. 40 degrés d'inclinaison. Injection. Commence la période d'apesanteur, exactement la même période d'apesanteur que les astronautes dans l'espace. Pendant 22 secondes, nous flottons, et puis les scientifiques autour de moi effectuent de la recherche impossible sur Terre. Ils recherchent des phénomènes
en apesanteur, que ce soit sur les fluides, les matériaux, les sciences de la vie, le comportement du corps humain. Et à la fin des 22 secondes, nous redescendons et à nouveau nous pesons 2 fois notre poids pendant la ressource de sortie pour remettre l'avion à l'horizontale. Novespace est propriétaire de cet A300. Et voilà, je commence une nouvelle parabole. Alain va me faire tourner en apesanteur, un peu comme les astronautes le font lorsqu'ils découvrent pour la première fois cet état très étrange dans l'espace. Et voilà. L'état d'apesanteur, exactement le même état d'apesanteur que les astronautes. Et on se repose. Donc vous voyez, on injecte l'avion en orbite, mais comme ça se fait à l'intérieur de l'atmosphère, ça demande un pilotage particulier pour éliminer globalement, annuler toutes les forces de surface, les forces de contact. C'est en fait les forces aérodynamiques, la portance vers le haut, la traînée vers l'arrière, la poussée des moteurs, c'est une force aérodynamique vers l'avant. Et quand vous annulez toutes ces forces sur un avion, donc la portance vers le haut, la poussée des moteurs vers l'avant, vous la réglez pour qu'elle égalise exactement la traînée en sens opposé. Quand vous faites la résultante de toutes les forces appliquées, il ne reste que le poids. Et quand il ne reste que le poids appliqué à un objet, il est en état d'apesanteur. Si je lance cette télécommande vers le haut, le temps où elle a quitté ma main, elle est en apesanteur. C'est comme un jet d'eau. Vous pointez un jet d'eau, vous allez dans un jardin où il y a des jets d'eau, comme à Versailles, où il y a des très beaux jets d'eau très puissants. Vous pointez le jet d'eau vers le haut, vers l'avant. Les gouttelettes qui sortent, l'une derrière les autres, elles matérialisent le jet d'eau. Elles matérialisent la trajectoire de chute libre de chaque gouttelette. Et comme elles se suivent les unes après les autres, le jet d'eau forme une ligne argentée qui reflète la lumière du soleil et qui a cette forme parabolique qui est en fait un arc d'ellipse orbital par rapport à l'attraction terrestre. Voilà, donc méditez là-dessus. L'apesanteur, c'est l'état d'un corps qui n'est soumis qu'à la seule force d'attraction terrestre. Alors ça, c'est les vols paraboliques. Donc on fait 30 à 40 paraboles par vol pour la recherche. Pour les vols de baptême de l'air qu'on va démarrer en mars, il faudra quand même débourser le coût de revient total de ce vol qui est de l'ordre de 6 000 €. Donc ce n'est pas donné, mais enfin, ceux qui auront des petits-enfants sympas pour payer un anniversaire au grand-père ou ceux qui sont prêts à sacrifier une semaine de vacances aux Antilles pour se dire j'ai été astronaute un jour et j'ai volé dans l'espace. Et aussi j'ai marché sur la Lune et sur Mars parce qu'on a qualifié depuis quelques années la manœuvre de façon à garder un résidu de portance sur les ailes qui fait que une fois qu'on démarre la parabole, on est quand même attiré vers le plancher de l'avion, mais qu'avec une partie de notre poids. Dans le cas de la Lune, c'est 1/6. Dans le cas de Mars, c'est 1/3. Les paraboles martiennes durent 35 secondes. Pendant 35 secondes, si on attend, je pourrais vous montrer, mais on est sur le plancher de l'avion. Et si vous n'êtes pas gymnaste, eh bien, vous pouvez bluffer vos copains en vous faisant filmer en train de faire des sauts périlleux, des pompes sur un bras ou l'équerre en tenant juste sur 3 doigts. Parce qu'il suffit de très peu d'efforts pour tenir à l'équerre ou faire des pompes sur un bras. Pour la Lune, ça dure 25 secondes et l'apesanteur pure, c'est 22 secondes chaque manœuvre. Et on en fera une quinzaine au total pour les vols publics. Maintenant, à plus long terme, vous allez entendre parler des vols suborbitaux. C'est exactement comme le vol parabolique dans notre avion, sauf qu'il n'y a qu'une seule parabole, qu'au lieu de 6 000 €, ça coûte 150 000 €. Elle dure 3 minutes et elle monte à 100 km. Donc en plus de la pesanteur, ceux qui feront ce baptême de l'espace dans un avion dit vol suborbital. Suborbital, pourquoi ? Parce qu'il a la vitesse pour monter à 100 km, pour aller assez haut, mais pas pour rester en orbite. Il redescend tout de suite. Il est 10 fois moins rapide qu'un véhicule spatial lancé par une fusée comme Ariane 5. Mais il aura vu le ciel noir en plein jour, il aura vu la beauté de la Terre et la pesanteur, et il aura connu le gros coup de pied aux fesses au décollage, parce que pendant plusieurs minutes, vous avez un moteur fusée à l'arrière qui va pousser très fort, même avec une accélération même plus forte que celle que l'on a dans la navette
pas la pousser, mais l'accélération sera plus forte parce que l'avion est beaucoup plus léger que la navette ou qu'une fusée comme Ariane. Voilà. Et pour terminer, Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Notre mission, explorer des mondes étranges et avec audace, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. C'est exactement ce que nous faisons dans les agences spatiales, au CNES, à l'ESA. Nous allons explorer des mondes étranges. Vous savez que la sonde posée la plus lointaine de la Terre, c'est une sonde européenne qui est posée à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre et avec une précision reconstituée de 1 km sur Titan, qui est un satellite de la planète Saturne. Et on a des sondes, vous connaissez, donc Voyager, Pioneer, Mars Express, Vénus Express. On a une sonde qui est partie il y a 9 ans vers une comète qui arrivera dans 1 an et dont une partie se détachera, la sonde Rosetta embarque l'atterrisseur Philae qui va se détacher, se poser sur le noyau de la comète. Et même si elle se pose avec douceur, le noyau est tellement petit que l'attraction gravitationnelle est très faible. Et même si elle se pose avec douceur, si elle ne fait rien, elle va rebondir et repartir pour toujours. Donc dès qu'elle touche, elle va utiliser un harpon pour bien s'ancrer et analyser le sol du noyau de la comète. Voilà, donc si vous avez de l'audace, si vous êtes intéressé par les mondes étranges et la recherche de la vie, comme disait le capitaine Kirk, venez dans l'espace, venez, il y a beaucoup de recherches. En fait, toutes les missions scientifiques du CNES, de l'ESA, de façon ultime, en arrière-pensée, en but ultime, c'est comprendre si les origines de la vie. Est-ce que la vie a pu exister ailleurs? Est-ce qu'elle existe ailleurs? C'est le thème de l'astrobiologie. Plusieurs personnes pensent que l'astrobiologie, c'est l'étude de la vie ailleurs. Non, l'astrobiologie, c'est d'abord l'étude des origines du vivant, celui que l'on connaît déjà, le nôtre sur Terre. Après, d'étudier son évolution sur Terre, et sa distribution et son évolution dans l'univers. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de preuve que la vie n'existe pas ailleurs, on n'a pas la preuve qu'elle existe, mais toutes les recherches scientifiques que l'on fait sont orientées dans la recherche à la réponse à cette question. Mais enfin, on peut être audacieux et aller chercher des réponses à d'autres questions aussi nobles que celles de la conquête spatiale, de l'exploration spatiale dans d'autres domaines. Voilà, je vous souhaite à tous, surtout les jeunes qui démarrent dans la vie, de vous poser la question de ce que vous avez envie de faire et ce sur quoi vous êtes prêt à faire un effort sans savoir au départ si vous allez réussir. Quand on lance un nouveau projet spatial, en général, il y a plus de la moitié des questions, des problèmes posés, techniques, technologiques, scientifiques, dont on n'a pas la réponse. Il faut faire le pari que nos scientifiques, nos ingénieurs, nos techniciens vont les trouver pendant le temps du déroulement du programme. Parfois, on met des programmes en suspens, en sommeil, le temps qu'on trouve la solution. Parfois, on y arrive pendant qu'on le développe. Et c'est comme ça qu'on réussit et qu'on fait avancer la connaissance. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si on a un peu de temps pour des questions, bien sûr, je suis... Non, je voulais dire, s'être ressenti vivre comme un astronaute pendant une journée, c'est en vol parabolique, c'est ressentir cette sensation très étrange de la pesanteur. Combien de personnes l'ont fait dans cette salle déjà? J'en connais un. Pierre l'a déjà fait. C'est indescriptible. On ne peut pas décrire ce que c'est la pesanteur. Enfin, moi, ma façon de le décrire, c'est de dire, là, je sens que je pèse quelque chose. Ben, j'imagine que j'ai un robinet sur le côté, j'ouvre et il y a le poids qui s'en va. Et petit à petit, je sens la sensation que j'ai un poids s'échappe sans que je puisse rien y faire. Et à un moment donné, j'oublie que j'ai du poids. Et même si je regarde par le hublot, que je ferme les yeux, que je ne regarde pas mon corps, je peux même oublier que j'ai un corps. Bien sûr, si je me suis fait mal la veille et que j'ai une plaie qui m'irrite, bon, je me souviens que j'ai mal quelque part. Mais si vous avez mal nulle part, dans l'espace, vous regardez par le hublot,
Et puis les yeux ouverts, vous regardez dehors et vous pouvez oublier que vous avez un corps et vous pouvez même penser que vous n'êtes plus qu'un esprit. C'est très bizarre la pesanteur. Mais ceux qui vivront ça pourront avoir été astronautes d'un jour. C'est une façon imagée de le dire. Une autre question ? Alors d'abord, pour être astronaute, il faut avoir la chance d'être né au bon endroit, au bon moment, avec un bon dossier médical. Quand je dis au bon endroit, c'est dans un pays qui contribue à un programme spatial qui a des vols habités, c'est le cas de la France. Au bon moment, c'est-à-dire au moment qui fera que vous serez dans la bonne tranche d'âge au moment où il y a une sélection. À l'échelle européenne, il n'y a eu que 3 sélections d'astronautes. Une en 77, une en 92, 15 ans plus tard, et une en 2008, 16 ans plus tard. Et on vise la tranche 27-35 ans, à peu près. Vous pouvez avoir le profil parfait, mais pas tomber au moment où on fait une sélection. Bon, avec le bon dossier médical, c'est-à-dire avec pas trop de choses de travers qui fait que vous pourriez très bien vivre 100 ans sur Terre, mais pour l'espace, tel petit truc n'est pas permis. En plus, il faut l'équivalent de Bac plus 7, c'est l'équivalent de maîtrise dans deux disciplines différentes ou un doctorat. Et montrer de la motivation, c'est peut-être le plus important. La motivation, vous avez envie de l'être. Parce que quand j'ai fait passer les tests et les interviews à la dernière sélection ESA, j'étais dans le jury, on voyait arriver un astrophysicien, docteur en astrophysique, très calé, et on regarde son CV, qu'est-ce qu'il a fait avant ? Bon, il était analyste financier dans une banque à Londres. Vous savez qu'à Super-Héros, il y a une époque où plus de 50% des étudiants qui sortaient de Super-Héros se retrouvaient tout de suite dans la finance ou des activités associées à la finance. Ce n'est pas un drame, c'est un peu dommage, mais c'est parce que les ingénieurs qui ont été formés pour penser avion, espace, sécurité, calcul précis de structure, de trajectoire, etc., c'est le type de théoricien, d'analyste, de personnes aptes à faire des calculs complexes dont on a besoin dans la finance. Enfin, dont les financiers ont besoin. Moi, je n'en ai pas besoin, mais les financiers qui veulent toujours faire plus d'argent avec moins d'argent, ils aiment bien trouver des produits miracles qui parfois nous jouent des tours. Mais alors, à l'époque de la crise, donc 2008-2009, ils en revenaient tous. Donc on lui demande pourquoi vous voulez devenir astronaute ? Pourquoi vous avez voulu candidater ? Ah ben un soir je rentre chez moi et puis il y a ma femme qui me dit, elle a lu dans le journal qu'il y avait un appel à candidature, il fallait avoir tel doctorat et dans telle tranche d'âge. Elle m'a dit écoute, tu as le profil, vas-y candidate. Mais on ne sentait pas que ça venait de ses tripes. C'est juste parce qu'il a vu qu'il correspondait au profil. Tiens, voilà un job intéressant puisque la finance finalement en ce moment il me débauche et puis c'est pas trop le moment, il n'y a pas trop de boulot intéressant à faire. Trouvons quelque chose d'intéressant, tiens, je vais essayer ça. Non, ça marche pas. Il faut que la personne dans laquelle on investisse montre que quand on va investir sur elle dans la formation, même s'il lui faudra 10 ans ou 15 ans pour faire son premier vol spatial, elle sera prête à faire le travail au sol avant. Bon, et bien sûr, avoir une aptitude à travailler en équipe, en groupe, qui est bonne. Mais ça, c'est valable dans tout le domaine aéronautique et spatial, pas que pour les astronautes, pour les contrôleurs, pour les ingénieurs, pour ceux qui font les essais. Allez, encore une question, peut-être ? Alors, lorsqu'on est sélectionné, on a une formation de base, notamment intéressante pour ceux qui n'ont jamais fait de spatial avant, c'est le cas des chirurgiens ou un vulcanologue, et qui dure 1 an et demi. Après, pour un vol court, c'est l'équivalent de 1 an maximum. Pour ma mission Hubble, on n'a eu que 6 mois. Pour un vol long, c'est 1 an et demi. Mais à condition d'avoir tout appris sur la station de base avant. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, vous êtes candidat, vous êtes sélectionné astronaute. Comme les seuls vols que l'on fait aujourd'hui sont des vols de longue durée, des vols de 6 mois, il faut compter au moins 3 ans. Au moins 3 ans avant le premier vol. Et c'est le cas de l'Italien qu'on a sélectionné donc en 2009. Il a candidaté en 2008, on l'a sélectionné en 2009. Et il fera son vol en mai. Ça aura fait 4 ans pour lui. Mais il aurait pu être prêt aujourd'hui. Voilà, donc c'est 3 ans et demi à peu près. Si on cumule tout ce qui doit être fait avant votre premier vol. Mais dans ces 3 ans et demi, il y a une partie qu'il ne devra pas refaire s'il refait un autre vol plus tard.
À ce jour, nous sommes 9 Français à avoir été dans l'espace. On totalise 17 vols. Sur ces 17 vols, on en a fait 13 entre 1992 et 2002. C'est-à-dire qu'entre 1992 et 2002, pendant 10 ans, on a eu au moins un Français par an dans l'espace. Après 2002, il y a un trou de 6 ans, jusqu'au vol de Léopold Hertz, il y a 5 ans, qui est allé en février 2008 installer le laboratoire européen Columbus. Depuis 5 ans, il n'y a pas eu d'autres Français. Et le prochain Français, ce ne sera pas avant 3-4 ans, je pense. Thomas Pesquet. Aujourd'hui, nous sommes au total, je crois, 10 astronautes actifs. Il y en a 4 qui ont volé dans l'espace, 2 Français, un Italien, un Allemand, qui sont actifs du corps des astronautes de l'ESA. Et il y a 6 astronautes qu'on a sélectionnés récemment, 2 Italiens, un Français, un Allemand, un Danois, un Britannique. Et tous, on voit pour tous au moins un vol dans cette décennie. Il y a un Italien en mai, l'Allemand en novembre, l'Italienne novembre 2014. On espère qu'on aura entre 2015 et 2020, compte tenu des accords actuels, on est censé avoir 3 vols pour des Européens. Or, il nous reste, après ces 3 personnes que je viens de citer, 3 nouveaux astronautes qu'on vient de sélectionner qui ne sont pas encore affectés à une mission. Il y a un Français, un Danois, un Britannique. Donc forcément, ces vols leur reviennent. On a envie qu'ils fassent au moins un vol dans leur carrière, quoi. Ils le méritent vraiment. Donc ceux qui terminent Elisa maintenant ont quel âge typiquement? C'est Bac plus 5. Donc dans les 23-24 ans, on peut dire que dans une dizaine d'années, vous avez une bonne tranche d'âge. Et il se peut qu'effectivement, dans une dizaine d'années, on relance une sélection. Mais pour des missions qui seront certaines peut-être encore en orbite basse, avec les Chinois peut-être, mais d'autres qui seront des missions rares, mais grandioses, vers des astéroïdes, vers la Lune, vers Mars ou vers Phobos, ou en orbite autour de Mars sans se poser et revenir. Enfin, il y a plusieurs scénarios possibles. Parce que se poser sur Mars et en redécoller, on sait comment faire, mais il faut les moyens. Il y a plusieurs étapes à franchir d'ici là. On le fera un jour, hein, mais je ne pense pas que ce sera le premier voyage lointain au-delà de l'orbite basse. Oui? Le astronaute européen. À tous les astronautes aujourd'hui, depuis en fait ça fait 3 ans à peu près, c'est pas depuis qu'on a arrêté la navette. Hein. La navette a continué à voler, même après qu'on ait fini de l'utiliser pour transporter des équipages vers l'ISS. Mais depuis 4 ans maintenant, même plus, 5 ans, et encore au moins pendant 2-3 ans, tous les équipages qui vont vers l'ISS utilisent tous le Soyouz russe. La fusée Soyouz avec la capsule qui porte aussi le même nom, Soyouz, qui veut dire union en russe. Il y en a parmi vous qui font du russe? Très bien, très belle langue. Alors, pour les vols touristiques paraboliques ou les vols touristiques suborbitaux? Pour les vols paraboliques, on demande aux personnes, il y a un site internet, les vols sont pleins, hein, on a annoncé ça le 4 décembre, et le soir, les 2 premiers vols, qui sont les 2 seuls pour lesquels il y a une date, étaient pleins avec 100 personnes déjà en liste d'attente. Mais ils doivent passer une visite médicale, envoyer les résultats pour être sûr qu'ils soient aptes. C'est une visite médicale de type pilote privé, sauf qu'on n'est pas très exigeant sur les yeux, puisqu'on ne leur demande pas de piloter sur la vue. Et ils arrivent le matin, on fait les briefings, je donnerai un briefing le matin, le vol aura lieu l'après-midi. Pour les vols suborbitaux, ça peut être presque pareil, mais je pense que ceux qui sont prêts à payer 150 000 euros, ils sont en droit d'exiger quelques jours de prise en charge avec un package sympa, avec un peu de centrifugeuse, rencontre avec des astronautes, et de commentaires particuliers, d'études. Il y a plusieurs sociétés en Europe qui ont étudié le business de préparation des milliardaires, millionnaires qui vont se payer 150 000 euros un ticket de vol suborbital. Ils se sont dit,
Il y a un package à faire pour les préparer. Il y aura un vol probablement parabolique avant le vol suborbital. Pour ne pas vous angoisser de la partie apesanteur et du risque d'être malade, il vaut mieux faire un vol parabolique, comme ça vous connaissez déjà ce que c'est l'apesanteur, avant de le vivre qu'une seule fois pendant 3 minutes dans votre vol qui a coûté 150 000 €. Voilà, donc il y en a qui s'apprêtent à des business en Angleterre, il y en a 2, il y en a en France, qui sont prêts à mettre au point un package qui préparera le candidat au vol suborbital avant son vol suborbital et qui coûtera quelques milliers d'euros. Comme ça, même ceux qui ne sont pas prêts à payer le billet pour aller à 100 km sont prêts à profiter de ce package pour dire bon, on l'a presque fait, on a fait toute la préparation. Voilà. Bon, merci à tous.